Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal, Bonjour André. pour cette nouvelle émission de Jeux de scène, l'émission d'André Malamu, Chantal Ozouf, consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors à l'affiche aujourd'hui, Le funambule de Jean Genet dans la mise en scène de Philippe Torreton que j'ai vu au théâtre de la ville Les Abbesses. Peer Gynt, ou Gint, on verra ça, que de Henrik Ibsen, adaptation d'Olivier Py que j'ai vu au théâtre du Châtelet. Julius Caesar de William Shakespeare, c'est une mise en scène d'Arthur Nosiciel, c'est le Théâtre national de Bretagne, que j'ai vu au Gémeaux de Sceaux. Même si le monde meurt de Laurent Godet, mise en scène de Laetitia Guédon au théâtre de la Tempête. Erdal est parti. Conception et mise en scène Simon Roth, d'après une idée originale d'Erdal Garagos, vue à la MC 93 de Bobigny. Et puis au Plateau Sauvage, Mémoire courte, Benoît Delbecq, Marie Dompnier et Jean Peters. Chantal, Le le funambule. Oui, alors C'est Philippe, sur un fil. Moi, j'avais vu. Bon, et là, il fait ces genêts qui projettent complètement. En fait, je crois que c'est pas un texte des théâtres. Hein, c'est une sorte de récit. Il projette complètement sur quelqu'un dont il est fou amoureux, son funambule. oui, tout à fait. Donc Philippe Torreton, dans la plaquette, raconte d'où lui est venue cette idée de monter ce funambule de Genet. En fait, lorsqu'il était à la Comédie Française, son maquilleur, Jacques Maître, lui avait parlé de ce texte. Ce texte, il a été publié en 1957. Donc je raconte un petit peu l'histoire, parce qu'elle est importante aussi, peut-être pour la scénographie. En 1956, Genet a 46 ans et il va rencontrer dans un cirque Abdallah Bentaga qui a 18 ans. Bien, il se passera quelque chose, une belle histoire entre eux, et il le poussera à devenir funambule. Malheureusement, ce dernier aura un accident. Genet va subvenir à ses besoins, mais Abdallah se suicidera 2 ans après sa séparation avec Genet. Alors, c'est Philippe Torreton qui fait la mise en scène et c'est Philippe Torreton qui interprète Jean Genet. Ah oui, je me disais le funambule, je me demandais. Et qui c'est au théâtre, hein, on peut tout voir. Mais il a vraiment la posture de Jean Genet, avec son manteau gris, avec sa chemise blanche. J'ai trouvé qu'il exprimait tout à fait bien la visée du texte, qui est d'enflammer, d'enthousiasmer sur la chose artistique, mais il le fait sans ébrouf et il met bien en valeur à la fois le lyrisme et puis le prosaïsme de ce texte. On a un décor, tu imagines, un décor de cirque, mais de cirque abandonné, où figure tout le matériel, mais circassien, mais délaissé, abîmé. Et ce fouillis d'objets est extrêmement intéressant. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle, c'est curieux, c'est la dramaturgie. Parce que j'ai eu le sentiment que les deux, Philippe Torreton et le circassien, n'étaient pas dans le même temps scénique. Genet, alors Philippe Torreton, il serait plus dans le temps de l'écriture. D'ailleurs, on va le voir un peu côté jardin, aller écrire sur son carnet des petites remarques. Jamais ils ne vont se regarder. Jamais ils ne vont se toucher. Genet approche du circassien, mais il ne l'effleure même pas. Le numéro de cirque sera présent du funambule et il est merveilleux, hein, ce numéro de cirque. Mais il arrive tardivement parce qu'on découvre d'abord sur son lit de camp l'acteur avec son bandage à pied et ensuite il va jouer chorégraphiquement avec le film. Il y a quelque chose d'ambigu, de fantomatique, je trouve, dans cette dramaturgie. Et la dramaturgie, c'est ce que j'ai aimé, elle fait exister les deux protagonistes à égalité avec la même intensité. Et j'ai ressenti
justement dans ce choix une volonté d'intégrer d'une certaine façon le parcours de vie d'Abdallah Ben Daga. J'ai été sensible à je dirais, à cet aspect implicite et sous-jacent. Philippe Torreton, véritablement, il est très physique. Alors, il faut que je dise quand même qu'il y a de la musique. Il y a de la musique avec le guitariste, percussionniste, pianiste Boris Boulil, mais elle est spectaculaire, elle. Peut-être qu'elle est un peu trop présente. Alors, Philippe Torreton, il est tout en nuances, tout en détails, avec une vraie présence corporelle. Et ce qui est beau, c'est que c'est un moment de partage avec deux corps, celui de l'acteur et celui du circassien. André, alors donc, nous parlons de Peer Gynt, que tu as vu au théâtre du Châtelet. Et oui, j'ai pas souvent l'occasion d'aller au Châtelet, qui est quand même un- un théâtre qui se consacre pas mal à la musique aussi. Et donc, Peer Gynt, ou Peer Gynt, alors c'est amusant parce que Peer Gynt, normalement, c'est la prononciation française, mais là, Olivier Py, qui a réécrit, enfin, qui a retraduit le texte d'Henrik Ibsen, le fait interpréter sous la forme Peer Gynt. Bon, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une œuvre absolument fabuleuse. Ah, on la voit, mais jamais de la même façon, parce que d'abord, c'est rare qu'on en garde autant, même si c'est pas tout. Là, il y en a quand même pour 4 heures à peu près. Et puis on va avoir des interprétations, des choses qui font que elles se ressemblent pas. C'est une des œuvres que j'ai vues sous des formes les plus différentes. Il faut dire que c'est une œuvre très riche, puisque j'ai dit que c'était Henrik Ibsen qui l'avait écrite, mais je devrais dire que la musique, quand même, est d'Edouard Grieg, parce que c'est un spectacle musical. La musique a une importance essentielle dans ce spectacle. Et donc là, on va avoir une richesse extraordinaire, hein, parce que on a 14 acteurs sur scène, on a je ne sais pas combien de dizaines de musiciens de l'Orchestre de Paris qui vont jouer à l'arrière-plan. On a des décors fantastiques qui montent, qui descendent, qui viennent de tous les côtés avec des toiles, des transparences. Donc, mais il faut ça, parce qu'il y a tellement de situations différentes dans Peer Gynt, hein. C'est ce jeune homme, hein, qui raconte des histoires à sa maman, qui va faire des problèmes dans la société avec les jeunes femmes, qui va ensuite découvrir des trolls, qui va se retrouver en Afrique. Enfin bon, je ne vous dis pas toutes les aventures de Peer Gynt, qui sont savoir qu'est-ce que c'est qu'être soi-même, d'une part, et évidemment quel sens à la vie, hein. Donc, la conclusion dans l'amour maternel et l'amour divin va sûrement très bien à Olivier Py. Mais, donc, il y a tout ça. Et alors, il y a le chant, il y a la danse, il y a les costumes aussi extraordinaires, la façon dont... Et il va y avoir ces parties qui vont être collectives. Et puis au milieu de tout ça, quand même, un acteur... extraordinaire. Bertrand de Refignac. Alors, il est extraordinaire parce que il peut tout faire, hein. Il peut chanter, il peut danser, enfin, il a un physique exceptionnel, hein. Et puis, alors, donc, on va avoir cette pièce grandiose. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont Olivier Py va nous l'actualiser, hein. Je crois que en étant, comment dire, en faisant beaucoup d'écart par rapport à Ibsen, au contraire, il ne fait que nous la transmettre plus ibsénienne que jamais, parce que les écarts qu'il fait la rendent contemporaine. Et donc ces écarts, c'est l'humour. En plus, hein, parce que il va jouer, hein, avec le public, avec la situation, et ça va donner quelque chose de plein d'esprit. Hein, plein. Alors, on a ce mélange d'art, d'esprit, de poésie, mais en même temps d'humour, c'est extraordinaire. Moi, enfin, c'est un spectacle exceptionnel, à la fois dans sa beauté, dans sa richesse et dans son esprit. Donc, je ne peux que recommander, hein, ce Peer Gynt d'Olivier Py.
C'est au théâtre du Châtelet. Malheureusement, il y a peu de représentation. On espère que ce sera repris. Je ne vois pas ailleurs qu'au Châtelet, mais je pense que ce sera repris. En tout cas, voilà. Chantal, alors comment prononcer Julius Caesar à la latine un peu? C'est William Shakespeare qui a écrit ce Jules César. Chantal. Oui, c'est une pièce qui est peu montée, hein. Et c'est une pièce de parole, de rhétorique. Il y a très peu d'action. Il y a quand même deux grands événements, hein. Il y a l'assassinat de Julius. Tuquoque Bifili. Oui, tout à fait, Ça, hein. c'est le dernier. Oui, de Julius Caesar. Et puis, il y aura les suicides à la fin. Donc, je crois qu'elle arrive au bon moment, cette pièce. C'est une reprise. Elle avait été montée par Arthur Nosiciel en 2008 au Théâtre national de Bretagne. Pourquoi elle arrive au bon moment? Parce que, eh bien, il faut nous mettre en garde sur le péril pour la démocratie. Donc, Julius César devient une menace pour la République. Est-il juste de l'assassiner avant que Rome ne soit assujettie à son pouvoir absolu? C'est la décision que prendront Brutus, Cassius et d'autres conspirateurs. Alors, Arthur Nosiciel a choisi de déplacer la pièce dans les années Kennedy, où on aurait pu croire aussi à une ère nouvelle. Alors moi je ne connais pas ces comédiens, ce sont des comédiens américains et ce sont ceux de la première distribution. Alors ils ont un petit peu vieilli. Il y a une très belle articulation de ces comédiens et ça ajoute du mystère. Alors vous imaginez, c'est comme une grande cérémonie très chic, très élégante. Ils portent des smokings, ils ont un petit côté aussi gangster. Au début, derrière de grands panneaux blancs, ils viendront certains sur le devant de la scène avec leur verre de champagne. Et derrière, on se dit que c'est peut-être une fête pour des élections. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ce n'est pas qu'une lecture politique que fait Arthur Nosiciel, parce qu'on est dans l'antichambre, dans les coulisses du pouvoir, dans l'intimité de tous ces hommes, et on est dans les dérives de la conscience. Donc on ressent complètement la noirceur. Et d'ailleurs, ça se déroule souvent dans le clair-obscur. Il y a une scénographie qui est très belle, avec une grande toile qui représente une salle de théâtre, des sièges vides, mais ça peut être aussi l'amphithéâtre politique. Tout se déroule sur une moquette ultra rouge. Il y a des rideaux blancs qui vont créer des petits lieux d'intimité. Ça fonctionne tout à fait comme un miroir politique. L'Amérique, comment on l'aperçoit? Eh bien, on l'aperçoit dans la musique jazz, avec deux instrumentistes, avec une chanteuse, et c'est eux qui nous font, j'ai envie de dire, le paysage sonore américain. Du Shakespeare, ben, il y en a tel qu'on l'imagine, parce qu'il y a des fantômes. Il y a le fantôme de Caesar qui va revenir près de sa femme. Il y a Portia, la femme de Brutus aussi. Il y a les rêves prémonitoires. C'est véritablement très beau. Et au niveau scénographique, il y a Arthur Nosiciel qui a demandé aux comédiens de se déplacer avec un certain ralenti, et ce travail sur, j'ai envie de dire, sur le temps donne une grande dimension tragique. Même la scène de bataille est faite au ralenti. Je crois qu'Arthur Nosiciel rend le texte complètement limpide. Ça a duré 4 heures. C'est intéressant, c'est compréhensible. Et ces figures spectrales qui viennent de la Rome antique, qui sont reprises par Shakespeare et qui nous sont offertes par Nosiciel, eh bien, nous invitent à réfléchir à notre démocratie peut-être en péril. Tout le monde à l'entracte, tout le monde à la sortie, ne parlait que de Trump. Et il y a une scène terrible où Marc-Antoine, on va le voir, retourne la foule. C'est vraiment un très très beau spectacle que j'ai vu aux Gémeaux de Sceaux. André, donc, Théâtre de la Tempête,
même si le monde meurt. Oui, c'est, je pense, une reprise. C'est un texte qui a été commandé par Laetitia Guédon à Laurent Godet. Et alors, c'est amusant parce que je suis depuis allé voir l'exposition à la BNF sur l'Apocalypse. Et je me suis dit que même si le monde meurt, évidemment, entre tout à fait dans cette perspective de l'Apocalypse. Alors, c'est un spectacle qui m'a laissé, comment dire, entre deux, quoi. Mm. Parce que d'un côté, il y a un travail, je dirais, scénographique avec des tables, avec un espace qui est à la fois un espace, je dirais, individuel et collectif, hein. On va avoir d'abord sur la scène un seul personnage et de chaque côté, 3 ou 4 personnages qui vont descendre, qui vont être dans le public, parce qu'on joue pas mal avec le public, ce qui n'est pas forcément ce que je préférais. Mais, et on va avoir se constituer comme ça l'appel, comment dire, euh, l'attente de ce qui se rapproche de plus en plus, qui est la fin du monde, hein. C'est la catastrophe, l'apocalypse qui arrive. Et donc, on va avoir, le texte va différencier un certain nombre de situations, hein. Un couple, un assassin, etc., etc. Il va y avoir... bon. Mais en même temps, ça forme une sorte de chœur, puisque chaque situation se répond et qu'ils parlent les uns en même temps que les autres, d'une certaine manière. Et donc, alors, il y a un jeu aussi sur la vidéo, hein, ou sur les lumières, sur la musique également. Et tout ça crée une atmosphère qui est assez intéressante et particulière et que j'ai appréciée. Maintenant, justement parce que c'est éclaté comme ça, et qu'il y a ce mélange de singulier et de collectif, moi, j'ai pas été complètement Pris. pris Mm. et entraîné. Donc, Mhm. je suis resté un petit peu sur. Bon, je peux pas dire que j'ai pas apprécié, mais je peux pas dire non plus que j'ai complètement aimé. Je suis resté un petit peu sur ma faim, voilà. Donc, même si le monde meurt, de Laurent Godet et surtout Laetitia Guédon. Alors, Chantal, Erdal est parti? Oui, c'est une conception et une mise en scène de Simon Roth, mais sur une idée de Erdal Garagos, qui avait rencontré ce metteur en scène, cet homme de théâtre, Simon Roth. Et Erdal Garagos voudrait parler de son parcours de migration de réfugiés politiques kurdes. Alors son histoire est difficile, remplie de traumatismes. Il est bon, c'est peut-être plus facile de parler à des inconnus que de la raconter soi-même. Alors moi, c'est un théâtre témoignage qui aurait dû me toucher, vraiment, parce que c'est une problématique qui me plaît tout à fait. Il y a un point de départ qui est intéressant. Mais le problème, est-ce que ce spectacle parvient à relever complètement le défi et à faire une œuvre théâtrale? Alors, par moment, il va y parvenir. C'est réussi. Mais dans son ensemble, je trouve que Simon Roth n'a pas trouvé toujours la distanciation nécessaire pour que cela fasse théâtre. Alors, il a décidé de recourir à l'écran pour que Erdal soit quand même présent. Donc, il a été filmé, on le découvre. J'avoue que Erdal Garagos raconte son histoire avec beaucoup d'humour, sans pathos, il est factuel. Hein, son exil l'a poussé à parler, que c'est comme une hémorragie de la parole. On rit parce que, par exemple, il dit qu'il ne veut pas des comédiens kurdes parce que ça ferait trop exotique, qu'il préfère les Français parce que ça donnerait une plus belle image et que le son de Sassi, ce serait beaucoup plus noble. C'est très bien aussi quand
la parole d'Erdal est prise en charge par 4 acteurs, 3 gars et une fille, avec un procédé de dérivation esthétique sur le doublage. Parfois, la parole n'est même pas synchronisée avec le document d'origine. Ça, c'est excellent. Il y a des scènes jouées qui sont très bien. Il y a vraiment aussi du rap. Mais le problème, c'est la fin. C'est la fin parce que Simon Roth a voulu nous l'expliquer. Alors, il est dans le démonstratif. On avait bien compris, d'après les échanges, que Erdal était très impressionné par le grand-père de Simon Roth, qui a vécu la déportation et qui n'a pas pu parler de ses traumatismes et qui est resté dans le silence. Alors, à la fin, on va les voir les deux, le grand-père et puis Erdal, en quelque sorte en contre-champ sur les écrans. Mais était-il nécessaire qu'il y ait toutes ces explications? C'est là où je dis que ce n'est pas complètement réussi. Et pourtant, le récit d'Erdal est extrêmement poignant, intéressant et raconté avec un certain humour. André, les plateaux sauvages, la mémoire courte. Mémoire courte. Mémoire courte. Alors, c'est un spectacle musical également. On a 2 personnages principaux. Il y en a un troisième qui va arriver, mais bon, et qui est celui qui a écrit la musique, c'est le troisième qui va arriver. Mais on a ces 2 personnages, dont l'un joue du piano. Et donc, la musique est importante. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce spectacle, pourtant écrit collectivement, hein, et donc c'est pas évident, l'écriture collective. Et bien là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, dans la mesure où il y a ce que j'aime beaucoup au théâtre, que je retrouve dans le Tchekhov, par exemple, qui est le fait que le sens rejaillit plus des situations que des paroles. Et quelque part, derrière la parole, on découvre une vérité que la parole exprime, mais indirectement. Et ça va tellement bien avec ce que nous dit la pièce. La pièce, elle nous parle d'un non-dit. C'est un frère et une sœur qui vont s'apercevoir, quand ils sont encore très enfants, hein, que leur mère est partie enterrer leur grand-mère et ils ne savaient pas qu'ils avaient une grand-mère. Enfin, tout le monde a une grand-mère, mais ils ne connaissaient pas cette femme. C'est une femme cachée. C'est le non-dit de la folie. C'est quelqu'un qu'on a enfermé pendant 30 ans. Et on va avoir justement donc 2 réactions différentes, hein, mais on n'est plus à l'époque de l'enfance. Ils sont devenus grands et justement, ils portent différemment chacun cette chose-là. Et donc, la sœur vient parce qu'elle donner les affaires à son frère, parce qu'elle va s'en aller en Amérique, je ne sais pas quoi, etc. Et voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce spectacle, dont j'ai fait un petit sonnet théâtre que je vais vous lire. Donc, je l'ai appelé mémoire courte, donc vous savez comment ça se passe, mais j'ai mis un point à la fin, parce que sinon, je n'aurais pas mes 14 vers. Mais c'est 14, peu importe. Mémoire courte, histoire du non-dit de folie. Elle n'existait pas vivante, la grand-mère. Morte, elle réapparaît quand leur mère l'enterre. On avait enfermé cette folle qu'on nie. Ils étaient 2 enfants qu'a fait grandir la vie. Refuser de savoir, pour lui, est la manière. Elle cherche la vérité, tout au contraire. C'est un moment de jeu sur ce sang qui les lie. On entre dans l'esprit de ces 2 personnages. Une musique est là qui fraye les passages, renversée du passé au présent d'un piano. Théâtre, quand survient un voisin indigné, en donnant au réel un peu de liberté, point d'artifice, on se prend tout de go. Voilà, c'est au théâtre des Plateaux Sauvages et dépêchez-vous, il reste que quelques jours. Alors, Chantal, donc mémoire courte au Plateau Sauvage. Erdal est parti, conception et mise en scène de Simon Roth, d'après une idée originale de Erdal Garagos à l'AMC 93 Bobigny. Même si le monde meurt, que j'ai vu au théâtre La Tempête, Laurent Godet et Laetitia Guédon. Le grand spectacle Julius Caesar de William Shakespeare dans la très très belle mise en scène d'Arthur Nosiciel aux Gémeaux de Sceaux. Et puis
Peer Gynt. J'ai vu cela donc au Châtelet, donc Henrik Ibsen, Edouard Grieg, Olivier Py. Voilà, donc dépêchez-vous, là aussi, il n'y a plus beaucoup de temps. Et le Funambule de Jean Genet, mise en scène Philippe Torreton avec Philippe Torreton et en alternance pour le circassien Julien Posada ou Lucas Bergandi au théâtre de la ville Les Abbesses. Voilà, et nous on se revoit non pas la semaine prochaine, il y a une pause, mais celle d'après pour de nouvelles aventures théâtrales, c'est-à-dire dramatiques. Au revoir.